Cette question à présent, qu'ont en commun les villes de Thiers, de Saint-Louis, de Mirecourt ou de Montbrison? Elles sont toutes le berceau d'un savoir-faire unique. Et pour garder ce statut de capitale mondiale de la coutellerie ou du cristal, il leur faut forcément innover. Village d'exception pour artisans d'exception, c'est un reportage découverte de Valérie Rouvière et Richard Montrobert. Saint-Louis dans les Vosges. Dans l'une des plus grandes cristalleries françaises, une dizaine d'artisans s'apprêtent à réaliser une création exceptionnelle. Un lustre arlequin comportant 36 lumières et des centaines de pièces faites à la main. Herven Mazière est souffleur de verre depuis 25 ans. C'est l'un des plus réputés de France. Il va devoir fabriquer les branches du lustre. La difficulté des branches, principalement, c'est le fait qu'on n'ait pas de moule, on travaille à main levée. Donc de A à Z, la branche, elle est faite complètement à la main, sans assistance, sans rien. Dans ce four, un mélange de roches et de composants dont l'entreprise garde le secret. Porté à 1400 degrés, il se transforme en cristal. Voilà, j'ai la bonne quantité. C'est au feeling, c'est au jugé, hein. Herven doit ensuite donner forme au cristal en soufflant. Je vais le faire le plus cylindrique possible de manière à pouvoir rentrer dans mon moule à cote. Dans ce moule-là, hop, ça me permet d'avoir des barres bien régulières. Et c'est ce qui va être ensuite torsadé pour faire une belle branche. Le lustre doit être terminé dans 2 mois. Vendu 80 000 €, il sera l'une des pièces maîtresses du Salon du Design de Milan. Mais il faut encore confectionner des centaines d'éléments à la main. Le village de Saint-Louis compte à peine 500 habitants. Il est pourtant réputé dans le monde entier pour son savoir-faire hérité du Moyen-Âge. En France, d'autres villages sont les capitales d'un artisanat d'exception. Leur création s'arrache dans le monde entier. Thiers, dans le Puy-de-Dôme, produit 80% des couteaux français. La petite ville abrite plus d'une centaine de fabricants. Parmi eux, Manu Laplace, coutelier depuis 5 générations, n'hésite pas à se lancer dans d'incroyables projets. Moi, les matériaux, puis ils viennent de loin, plus ils me font rêver. Hein. Ça, c'est des vertèbres de queue de mammouth. Son dernier pari, confectionner un coffret de couteaux haut de gamme pour la Coupe du Monde de football. 8 pièces qu'il espère vendre 200 000 €. J'ai aucune garantie que ça soit vendu. Hein. C'est le challenge. À Montbrison, dans la Loire, c'est un autre genre d'artisanat qui fait la renommée de la petite ville. Mathieu Tournaire fabrique une bague exceptionnelle. Or, diamant, saphir, l'un des bijoux les plus prestigieux qu'il n'ait jamais conçu. Là, en plus, c'est du plaisir quand on travaille sur des belles pierres comme ça fait voyager, ouais. Son père Philippe a créé l'atelier familial il y a un demi-siècle. Et depuis, plusieurs orfèvres sont venus s'installer dans cette petite ville. Et pour rester au sommet de son art, la famille Tournaire ne recule devant rien. Ce diamant, il est magnifique. Enfin, à Mirecourt, dans les Vosges, les luthiers perpétuent une tradition séculaire. Ils fabriquent des instruments sur mesure pour les concertistes du monde entier. Yves-Antoine Gachet restaure une contrebasse du 19e siècle. Une pièce de collection en très mauvais état qui lui donne bien des soucis.
C'est un travail de patience et de minutie. Chaque jour, ces artisans hors pair doivent se surpasser pour rester à la hauteur de leur réputation. Nous les avons suivis dans leur projet un peu fou. Au cœur de l'Auvergne, Thiers, près de 12 000 habitants et une centaine de couteliers. C'est dans ces ruelles qu'a grandi Manu Laplace. Comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va? Ah, Maillot. Et mon Manu, je vais. Bonjour. Ça se passe bien? Tout va bien. Sa mère tient la boutique où sont exposés les couteaux, créés de père en fils. Donc là, on a le couteau que mon arrière-grand-père et grand-père avaient créé. Donc le douk-douk. Mon grand-père, quand il voyait les miens, il me disait, toi, tu fais du cosmétique. Parce que lui, c'était la Jeep du couteau. C'était manchantol, bronzé comme un canon de fusil, lame forgée. Voilà. Et depuis, ça existe toujours, quoi. Avec ses couteaux haut de gamme, Manu Laplace fait partie des couteliers les plus célèbres. Il exporte ses créations dans le monde entier. À l'approche de la Coupe du monde de football, il a eu une idée folle. 8 stades, 8 couteaux. Et pourquoi pas mettre les 8 couteaux dans une boîte en forme de stade. Parce que là, quand même, on s'adresse au roi du Qatar, quoi. Il faut arriver à les surprendre, ces gens. Ils ont beaucoup de choses, déjà. Le premier, c'est le numéro 1. Aujourd'hui, il s'attaque aux manches des couteaux. Sur chacun d'entre eux, il prévoit une gravure qui rappellera l'un des 8 stades officiels. Et ils ont tous un design spécifique. L'un en forme de voile de bateau, l'autre de tente de bédouin ou encore de couvre-chef traditionnel. Donc celui-là, comme il représente la vannerie, on fait un rappel de vannerie ici. Et sur le côté principal, on se sert vraiment de tout le stade. Donc quand tu as une vue aérienne, en fait, ça donne ceci. Donc tu as la vue aérienne avec le fil d'or qui est repris, parce qu'autour c'est doré. Un travail d'une extrême minutie. Je suis en train de graver le chameau, de le noircir avec plein de petits traits pour que ça fasse vraiment une ombre chinoise. On travaille sur le côté arabisant, tout le travail d'ornement. Là, c'est écrit en arabe, c'est écrit Qatar. Mais tu le confonds avec le décor. Mais quand tu le sais, tu dis, ah ouais, mais c'est écrit Qatar. Ah oui, évidemment. C'est évident. Manu voudrait aussi insérer des matériaux précieux sur ses couteaux. De véritables trésors qu'il entrepose dans son atelier. Ivoire, Ah, là, c'est l'ébène. bois fossilisé et ossements insolites. Ça, c'est des vertèbres. Des vertèbres de queue de mammouth. Après ça, c'est des morceaux de fémur. Il est à l'état de pierre, il est à l'état de fossile. C'est très dense, hein. Ça vient souvent de Sibérie. Parce qu'en Sibérie, ils ont retrouvé comme un lit. Ils ont retrouvé plein d'ossements. Ça, oui. Ça, c'est carrément autre chose. Ça, c'est l'intérieur d'une défense de mammouth. Là, c'est comme une pierre, là, maintenant. C'est cristallisé, même. C'est magnifique. Il y a des nacres qui viennent du fond des mers. Par exemple, les grandes gamelles comme ça de nacre, c'est rare. La nacre est très appréciée des Qataris. Manu va en prélever un petit morceau pour l'insérer sur l'un de ses couteaux, puis le poncer, jusqu'à en révéler son éclat. La lumière pénètre et rentre et donne les reflets magnifiques. Et à la sortie, on dit que c'est chatoyant, mais on veut chatoyer le roi du Qatar. on veut que ça lui tape dans l'œil. Je sais qu'en plus, il adore la nacre. Les 2 années précédentes, Manu a déjà vendu des couteaux haut de gamme à l'émir. Pour ce projet ambitieux, l'artisan joue gros. Il a emprunté 50 000 €. J'ai aucune garantie que ça soit vendu. Hein. C'est le challenge. Faut essayer, hein. Ouais, faut essayer. Mais j'y crois. Moi, j'ai misé sur moi, sur mes potes. Allez, on fait du beau, donc c'est des gens qui aiment le beau. Donc je me dis, qu'est-ce que je risque? Et puis si je le vends pas, je l'aurai dans la décoration chez moi. Avec son équipe, il va devoir travailler d'arrache-pied pour présenter ses créations à Doha dans 2 mois. Et l'enjeu est de taille. Il espère vendre ses 8 couteaux, 200 000 €. Dans la Loire,
Une autre petite ville est devenue une référence dans le domaine de la joaillerie. Montbrison, 12 000 habitants, a vu naître la maison Tournaire il y a 50 ans. Depuis, la joaillerie est devenue une institution. Chaque matin, Philippe Tournaire fait le tour de son atelier. Oh, salut. Avec son fils Mathieu, c'est ici qu'ils donnent vie à leur création, au style inimitable. Le rubis, il est magnifique celui-ci. Philippe, le père, a inventé le style Tournaire dans les années 70, entre joaillerie et architecture. La bague Moscou, la Shanghai, la tourmaline, des bagues en or et pierres précieuses qui valent entre 6 000 et 20 000 euros. Celle-ci, elle est particulièrement parce que c'est vraiment voilà, la tour Eiffel à l'envers. Dessus, on a l'impression d'avoir un solitaire 4 griffes classique. Et dès qu'on fait pencher la tête à l'envers, on reconnaît voilà, la silhouette de la tour Eiffel. J'ai eu l'idée en 2000, en pique-niquant sur le Champ de Mars, à Paris, il faisait beau, et je m'étais allongé. Et à un moment, je vois la tour Eiffel à l'envers, et je me dis, mais c'est évident qu'on peut mettre une pierre là et que le reste fait l'anneau de la bague. Moi, celle-ci, la Métropolis, que mon père a créée il y a une quinzaine d'années. Ouais. C'est la bague qui est au musée des arts décoratifs à Paris, parce qu'elle a vraiment marqué le style contemporain de la joaillerie. Il y a 10 ans, Mathieu est venu enrichir le style Tournaire de sa touche personnelle. Il y a celle qui est assez emblématique que j'ai faite, c'est toute la collection autour des engrenages, où on a des engrenages même qui sont vivants, qui peuvent tourner. Ce style baroque a ses adeptes, comme Johnny Hallyday qui a commandé plusieurs créations de la marque. Aujourd'hui, c'est pour une cliente exigeante que Mathieu travaille. Elle lui a demandé de composer une bague exceptionnelle avec 2 pierres précieuses, un saphir et un diamant. Pour cela, il a convoqué ses meilleurs fournisseurs. Par souci de sécurité, ce négociant tient à rester discret, car dans son sac à dos, il transporte des millions d'euros de marchandises. Sa spécialité, le saphir. Salut Denis. Tu ramènes des belles choses? On essaye. Cette pochette contient des centaines de pierres précieuses, parmi lesquelles Mathieu va devoir choisir. Alors, celle-ci, par exemple. À l'intérieur de la pierre, Mathieu détecte le motif caractéristique du saphir de Ceylan, l'aile de papillon. Et c'est propre. Un gage de qualité. Une belle aile de papillon à l'intérieur, qui prouve vraiment que c'est du saphir, même si j'avais aucun doute. Ah, ça c'est superbe aussi. Tu vas devoir m'en confier une ou deux pour que je puisse départager entre le duo de tête. C'est possible, Denis? C'est possible. Pas longtemps. Oui, pas longtemps. Ça, je sais que c'est compliqué de les bloquer. Il y en a tellement peu, et la demande est malgré tout très forte. Là, c'est quasiment les mêmes pierres, mais je veux voir à différentes lumières. Il y en a une qui est un peu plus rectangle, l'autre qui est un peu plus carré. C'est vraiment en fonction du diamant qui va aller avec. Chacun de ces saphirs vaut environ 30 000 euros. Il ne lui reste plus qu'à choisir un diamant. Il opte pour cette très belle pierre de 2 carats, d'une valeur de 50 000 euros. Mathieu est l'héritier d'une tradition d'exception. L'histoire a commencé dans la maison familiale des Tournaires. À l'époque, Philippe, âgé de 20 ans, s'installe dans la cave pour fabriquer ses premiers bijoux. J'avais envie de porter des bijoux, et quand je disais que je ne trouvais pas de choses qui me plaisaient, c'est ce qui m'a amené à le faire. Ma première fonte, je l'ai faite là par terre. Le premier bracelet, ça fait partie de mes premiers bijoux. Oui, je l'ai fait pour une amie. J'ai fait à partir des matériaux que je trouvais.
En général, je demandais aux copains, je dis, si tu veux un bracelet, tu vas dans la ménagère des parents et tu me donnes une fourchette. Et en général, ça m'a... T'en as pris à mémé aussi un peu. J'en ai pris à mémé, mais surtout, maman n'avait pas de l'argenterie. De bouche à oreille, le jeune bijoutier de Montbrison se forge une réputation dans la région, puis conquiert la France. Aujourd'hui, Mathieu, son fils, a pris la relève et perpétue le style tournaire. Pour la création de sa bague, il a prévu d'ajouter aux diamants et aux saphirs une centaine de minuscules diamants blancs et jaunes. Bah là, en plus, c'est du plaisir quand on travaille sur des belles pierres comme ça. Ça fait voyager, ouais. J'ai à peu près carte blanche. Je connais ma cliente. Je vais quand même faire plusieurs propositions parce que même si elle me fait confiance, voilà, je veux pas me louper non plus. Donc, je veux pas la décevoir. Donc, voilà, faut pas que je m'égare, quoi. Dans quelques semaines, Mathieu présentera sa bague exceptionnelle à sa cliente dans sa boutique Place Vendôme à Paris. À la cristallerie Saint-Louis, les verriers s'affairent toujours à la fabrication de leur incroyable lustre. Ça va, mes tubes, ils sont pas trop gros? Une fois le cristal façonné par Herven, ses collègues donnent forme à la branche. Un artisan souffle le verre, tandis qu'un autre l'étire. Ils n'ont que quelques minutes pour façonner le cristal avant qu'il ne refroidisse. En fin de journée, les artisans ont rempli leur mission. Fabriquer les 36 branches que compte le lustre. Un peu plus loin, d'autres souffleurs s'apprêtent à réaliser une étape cruciale. La confection de la base du lustre, une demi-sphère en cristal. Ce poste est réservé aux verriers les plus costauds. Là, c'est pas si facile que ça parce qu'ils ont à peu près entre 12 et 15 kilos de cristal, plus le poids de la canne. Donc là, ils ont au moins entre 15 et 20 kilos de cristal. Donc là, c'est pas évident. 20 kilos de cristal en fusion, apportés à bout de bras. Un défi chaque fois renouvelé par ces artisans d'exception. Là, ils collent le verre sur la canne. Là, c'est super dangereux pour pas se brûler. Là, on est entre 900 et 1000 degrés à peu près. Pour donner sa forme définitive à la pièce, un ouvrier souffle dans la canne. Donc là, maintenant, le but, c'est de refroidir la pièce. À ce stade, il faut être très vigilant. Là, tu refroidis pas plus? Oh non, non. Sinon, ça casse? Parce qu'il y a des risques de casse, ouais. Avec la dilate et tout, des courants d'air. Ouais. La coupe de lustre va maintenant reposer pendant plusieurs jours avant d'être taillée. C'est à Saint-Louis, capitale du cristal, qu'Herven décide de s'installer il y a 25 ans pour devenir maître verrier. Plus qu'un métier, le cristal est une passion qu'il transmet à son fils, Simon, 13 ans. Tiens, vas-y. Tu fais à plusieurs endroits. Moi, je commence derrière. Après, vas-y, passe à un autre endroit, genre là, tu vois, ici, là, c'est bien creux, ouais. C'est bon, là? Ouais. Bah, j'aimerais reprendre le flambeau pour aussi essayer de devenir meilleur ouvrier de France. C'est vrai, t'aimerais aller jusque-là? Bah ouais, j'ai fait de battre. Ah, tu sais... Ah ouais, c'est vrai, t'aimerais me battre? Ah ouais, tu vas voir. Tu sais que c'est beaucoup de travail, hein? Ouais, j'ai fait. Moi, j'ai toujours été passionné par le feu. Je m'en souviens quand j'avais l'âge de Simon, même plus petit que Simon, quand mes parents ils partaient de la maison, quand j'avais un petit peu de temps pour moi, à l'époque, il y avait un feu de cheminée chez moi, il y avait une cheminée. Et je m'en souviens, j'allais chercher des sacs en plastique
en cachette et j'allais les brûler dans la cheminée pour les faire fondre. Et je regardais le plastique couler un peu comme de la lave d'un volcan et j'adorais ça et je m'en lassais pas. Non, 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 j'ai toujours été passionné depuis tout petit, même par les volcans, les photos de volcans et tout ça, le feu m'a toujours attiré. Dans cette boîte, Herven conserve précieusement le chef-d'œuvre qui lui a valu sa distinction de meilleur ouvrier de France. Un étonnant sablier auquel il a consacré plus de 500 heures de travail. C'est celle-là qui t'a fait gagner? C'est celle-là qui m'a fait gagner, ouais. Ça a l'air dur de mettre le sable dedans. Attention, la table là-dedans, s'il te plaît. Ah oui. Pas sur la table. Ça a été une des parties les plus dures. On va la faire fonctionner. Ce qui était vraiment dur à réaliser, c'est de l'entraînement. Hein, c'est arriver à avoir les cotes, avoir les dimensions qu'on nous demande. C'est très compliqué. Par exemple, sur cette pièce-là, le buvant, ici, là, le retourner, c'était quelque chose qui était très compliqué. Il m'a fallu une 50aine d'heures pour arriver à comprendre comment réaliser la technique qui soit efficace et puis pour que j'arrive à la cote. C'est un rêve réalisé, hein, c'est un rêve de gosse, hein, c'est un rêve d'enfant. Hein. Je ne pensais pas que j'arriverais à trouver toutes ces ressources, toute cette volonté. Donc c'est pour ça que ça me rend aussi fier que ça, c'est que je pense que je suis le premier surpris en fait. Aujourd'hui, Herven met son savoir-faire au service d'une des plus grandes cristalleries françaises. Son prochain défi, le lustre Arlequin, qui doit être expédié à Milan dans 2 mois. À Mirecourt, dans les Vosges, c'est une autre forme d'art que l'on maîtrise depuis plus d'1 siècle. Cette commune de 7000 habitants a acquis une renommée mondiale grâce à ses luthiers. Aujourd'hui, une dizaine d'artisans fabriquent des violons, violoncelles et contrebasses, parmi les plus recherchés. Yves-Antoine Gachet est le spécialiste de la contrebasse. Il y a plusieurs mois, un musicien lui a confié une pièce de collection. Une contrebasse de 1820, retrouvée dans le grenier de sa maison en Belgique. L'instrument est en piteux état. C'est un travail de patience et de minutie. Il faut mettre les pièces au bon format, à la bonne taille. Le jeu, c'est de ne pas abîmer l'instrument et les pièces d'origine. Il y aurait peut-être un moyen d'aller plus vite, mais ce serait dangereux pour l'instrument. Donc là, moi, je vais opter pour la technique où on prend le temps qu'il faut. Voilà maintenant 6 mois que le luthier s'échine sur la restauration des pièces d'origine. Et lorsqu'elles sont trop abîmées, il doit les refaire à l'identique. Sa compagne, Audrey, chanteuse et luthière de formation, en suit l'évolution. Je vois que ça avance au fur et à mesure que je fais des pauses et que je descends de voir. Ça y est, c'est propre, c'est collé. Ça a été fait, donc là c'est bon, c'est stable. Il n'y a plus qu'à tailler le renfort que j'ai collé récemment. Et là, tu vois, je suis en train de faire la pièce de talon. Donc le bois est extrêmement dur, il est comme du verre, parce qu'un érable comme ça qui a plus d'1 siècle, ça fait des tout petits copeaux hyper cassants. Puis bon, faut faire gaffe, quoi. Voilà, Cette contrebasse vaut une petite fortune, 20 000 €. Pour ne pas dénaturer l'instrument, Yves-Antoine a pris le parti d'en restaurer l'essentiel, à l'exception de sa face avant, appelée aussi la table. Tout est restaurable, tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut aller très très loin dans la restauration d'un instrument, mais après c'est une question de temps, une question de budget aussi. Hein. J'ai estimé qu'on serait sur une restauration, rien que pour la table, qui prendrait quelque chose comme entre 2 et 3 ans de travail. Je crois qu'on était à 15 000 € juste pour la table de l'instrument. Un prix trop élevé pour le client, qui a prévu 10 000 € de restauration au total. Yves-Antoine a donc décidé de refaire une table neuve. Le luthier espère ne pas avoir d'autres mauvaises surprises avec cette contrebasse. Il s'est engagé à la livrer à son propriétaire dans 3 mois. À Thiers, c'est un autre défi qui attend Manu Laplace. Après avoir fabriqué les manches de ces incroyables couteaux pour la Coupe du Monde, il s'attelle aux lames. Et pour cela, il a fait appel à un jeune forgeron.
Alors mon team, comment ça va? Tim est un ancien apprenti de Manu qui vient de se mettre à son compte. Il est l'un des rares forgerons à travailler le damas, une technique très difficile à maîtriser et qui permet d'obtenir des motifs sur l'acier. Là, je prépare un petit truc, je pense que ça va te plaire, c'est rigolo, j'ai fini de préparer tout ça hier à 1h du matin. Ça c'est un peu de la cuisine que tu nous fais là. Un millefeuille quoi. C'est un millefeuille, ouais, de la pâtisserie presque, moi je dirais. C'est bon mais c'est chaud, je te déconseille de goûter maintenant. Ouais. Ah. Attention à toi. Donc ça c'est un cube qui est composé de plusieurs couches d'acier différents. Donc on va avoir des aciers de composition différentes qui vont sortir de différentes couleurs. Et on va les souder ensemble à chaud. Et c'est ça qui va créer, à force de faire des répétitions, de replier, parfois de tordre. Et c'est ce qui va permettre de créer des motifs. Voilà. Ici, on a un acier très carboné. Ici, on va avoir un acier avec un peu plus de nickel qui va ressortir blanc. Celui-ci va ressortir noir. On va mettre du nickel pur aussi, qui va être complètement inaltérable. Et une quatrième couleur qui va être un peu entre les deux. Donc, on va avoir des nuances de gris. Noir, gris, blanc et parfaitement argenté avec le nickel. Voilà. Après plusieurs heures de soudure, Tim donne à l'acier la forme d'une lame. Une fois refroidie, elle révélera des motifs incroyables. Le lendemain, la lame est prête. Hello mon chef. Ça va? Le jeune forgeron espère qu'elle sera à la hauteur. T'as bossé? Eh ben j'ai fini ta lame. Ah mais t'as déjà fini la lame? Ben ouais. Efficacité. Tu dors pas, tu manges pas toi. Ah oui, là. Oh, les couches. Ouais, parfait. Là, t'as vraiment assuré. Bravo, mon type. Bravo, félicitations. Ah ouais, mais dis donc, là, je viens de voir quelque chose. Là. Sur la lame, le motif de l'un des stades de football de Doha apparaît clairement. La tente de Bédouin. La lame de Tim est validée. Elle sera montée sur l'un des 8 couteaux du projet Qatari. Pour les 7 autres, Manu a commandé un damas de première qualité dans une forge américaine réputée. L'acier arrive sous une forme brute. On devine les motifs, mais on les voit pas. Donc là, look, ça c'est de la potion magique. Là, ça commence. Le coutelier va devoir le tremper dans un bain d'acide pour révéler ses motifs. C'est dingue, hein. Là, on voit toutes les couches. Ici, tout ça, c'est des couches de damas, c'est forgé. Donc, plus je laisse, plus ça va être noir. Là, je vais rincer dans une eau claire. On va carrément aller la voir dehors. Hein. Parce que la meilleure lumière, c'est quand même celle qui est naturelle. Hein. Là, on est vraiment sur un produit exceptionnel. Tout en finesse. Et là, on voit toutes les couches, toute l'âme. Regarde, Lulu. Regardez la lumière. Regardez les contrastes, les gars. C'est le virus, tu vois? Ouais, il y a 300 couches d'acier, là. Ouais. Qu'elle nous porte chance, cette lame, cette première lame, en damas. Bon, allez. Dans un mois, Manu s'envolera pour Doha, avec ses 8 couteaux gravés et incrustés de matières précieuses. L'artisan espère séduire l'émir. À Montbrison, chez Tournaire, un autre chef-d'œuvre prend forme. Donc on réfléchit, là on arrive vraiment à l'aboutissement final, là c'est super. Ce dessin est ensuite modélisé dans une imprimante 3D qui permet de fabriquer un moule en cire, dans laquelle la bague va être fondue, dans un acier ordinaire afin de réaliser un prototype. Quelques jours plus tard, place Vendôme, à Paris. C'est dans la prestigieuse boutique de la Maison Tournaire que Mathieu va présenter sa création. C'est toujours un moment un peu de pression parce que voilà, faut être sûr que la cliente soit satisfaite du projet, quoi. Mais ça arrive parfois que le client, ça lui va pas. Alors c'est rare que ça lui aille pas à 100% et qu'il faille tout recommencer à zéro, mais c'est arrivé et là c'est vrai que c'est assez frustrant dans ces cas-là. La cliente est une fidèle de la maison. Ça va, salut.
Ça va bien et toi? Ça va, ouais, super. Super, tu sais que j'ai pas dormi la nuit, hein. C'est pas vrai. Je te jure, j'ai hâte de voir. Le bijou, ça doit être quelque chose qui vous caractérise en fait. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et c'est aussi quand, par exemple, je mets une bague le matin, je mets une intention pour ma journée, vous voyez? Et donc voilà, aujourd'hui, j'en ai une aussi de Philippe, qui est un masque africain d'un côté et indien de l'autre. Tiens, Chantal. Allez, on commence. T'as une petite porte ici où tu peux rentrer. Ok. T'as l'escalier qui passe à l'intérieur du corps de bague. On se retrouve sous le futur diamant ici. Ok. Il y a toutes les arches ici où on voyage vraiment à l'intérieur d'un petit palais. Alors, elle a un côté hyper futuriste. C'est à la fois moderne et futuriste. C'est dingue. C'est vraiment une bague qui raconte un voyage ici. Et c'est onirique, je trouve, cette bague. Mathieu va maintenant lui présenter les pierres précieuses qu'il a sélectionnées. Elle brille de mille feux, elle est incroyable, elle a des reflets dans tous les sens. C'est comme une boule à facettes. Elle est parfaite dans les proportions, dans le choix des couleurs. Voilà, monsieur, marché conclu. Hein. On se serre la main. On se serre la main, marché conclu. La création est validée. Il ne reste qu'un mois et demi à Mathieu pour réaliser la version définitive de sa bague dans les ateliers de Montbrison. Finalement... Le jour se lève sur la cristallerie Saint-Louis. Christopher, lui, a un tout autre défi aujourd'hui. Maître tailleur et meilleur ouvrier de France comme Hervène, il a commencé la taille de la base du lustre en cristal. Une pièce imposante de 20 kilos. T'as fini l'étape? Ouais, l'ébauche c'est fini, ouais. D'accord. Donc je vais élargir mon biseau et en même temps je vais retirer le grain. D'accord. Pour une finition lisse. Ça a juste été dégrossi, sauf que la finition elle est pas nette. Donc on va repasser avec une meule de taille et retirer l'ébauche. Donc en fait tu fais 2 fois le boulot, ébauche et taille. Et taille. Christopher va passer une dizaine d'heures sur la taille de cette pièce unique. On a une passion commune pour le verre et c'est vrai qu'on se complète vraiment quoi. Quand on discute entre nous, même si on a des métiers qui sont totalement différents, on a tellement de choses en commun. Il faut avoir de la précision, il faut avoir de la concentration, il faut avoir une exigence du travail qui est vraiment identique. Ces qualités, Hervène s'emploie à les inculquer aux jeunes verriers en apprentissage. L'épreuve du jour, fabriquer des verres à pied, un classique de la maison. Là, j'ai 2 jeunes qui sortent du lycée. On fait un article qui est relativement simple, mais c'est la base du métier. Il faut savoir commencer par faire des verres. Donc là, j'ai un jeune souffleur, j'ai un jeune cueilleur. Ils vont apprendre à souffler les bonnes quantités et à cueillir les bonnes quantités. À partir de là, ils pourront évoluer sur d'autres places après. Chaque verre est unique, confectionné à la main. Mais il doit respecter des critères précis de hauteur et d'épaisseur. Pour les verriers débutants, c'est toute la difficulté de l'exercice. Ça a l'air bien, hein? Ça a l'air pas mal, hein? À Saint-Louis, il faut être hyper précis. On nous demande de travailler au millimètre. Donc les quantités, il faut qu'elles soient pas à la perfection. On ne nous demande pas non plus la perfection, puis elle n'existe pas, mais il faut s'en rapprocher au maximum. C'est à moi de ne pas le prendre trop chaud, quoi. Je pense que la quantité, elle est pas mal, là. Nicolas apprend le métier auprès d'Hervène depuis maintenant 2 ans. Il m'a donné plein de conseils, il m'accompagne vraiment tous les jours dans ma façon de faire. Et il y a vraiment un partage. C'est-à-dire que toutes ces techniques qu'il a eues au fur et à mesure des années, il me les transmet et j'essaie de les assimiler. Et c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est qu'après moi je pourrais les déduire à quelqu'un d'autre plus tard. Fais gaffe à tes épaisseurs, si tu vas un peu plus froid, il y a tout qui va remonter, donc tu fais gaffe de laisser plus de fond si tu vas plus froid. D'accord. C'est ainsi que depuis des siècles, ce savoir-faire se transmet de génération en génération. Il permet de confectionner des pièces extraordinaires, comme le lustre arlequin,
qui doit bientôt partir à Milan. 2 jours plus tard, Erven vient assister à l'assemblage du lustre. Ah bah vous avez bien avancé là. Vous allez mettre la coupe là bientôt. On va mettre la série des branches. Ah, quand je vois comment on les fabrique et quand je vous vois la faire, oh là 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 là. C'est des vrais métiers. Hein. Ah oui, là on a vraiment chacun son métier. Moi je les casserai là. Et c'est la finalité de tout un travail d'équipe énorme. Entre les souffleurs, les verriers, les tailleurs, les graveurs. Là on arrive ici, c'est la fin. Tout est fini. Il n'y a plus qu'à assembler, c'est juste avant que ça parte chez le client. C'est le plus beau moment, j'ai presque envie de dire. Au bout de chacune des 36 branches réalisées par Erven, des centaines de glaçons et de pampilles. Quand on regarde de très près, c'est quand même du femme. Les branches, on peut voir les branches. Il n'y en a pas une comme l'autre quand on regarde de près. Et c'est ça qui fait tout le charme du produit, quoi. Bah là, par exemple, ici, cette branche-là, elle n'a pas tout à fait la même torsade que celle-ci. Le lustre est une œuvre d'art, mais les artisans n'oublient pas l'essentiel. Ah, très bien. Tout fonctionne. Olivier peut maintenant positionner la pièce maîtresse, 20 kg de cristal taillé. Le lustre de la cristallerie fera-t-il sensation à Milan? Verdict, dans 24 heures. Dans un instant, au Qatar, Manu Laplace va tout faire pour vendre ses 8 couteaux d'exception. Sinon, on la voit pas, on la voit jamais. Hein. À l'émir en personne. What is this? Ah, it's a surprise. Okay. Ah, very nice. Merci, Votre Altesse. À l'époque, quand il y avait les bougies, c'était certainement plus simple. Mais j'ai malheureusement pas connu cette époque-là. Quant aux souffleurs de verre de Saint-Louis, ils vont présenter leur incroyable lustre au Salon du Meuble de Milan. Voilà. À Mirecourt, Yves-Antoine, le luthier, est en plein déménagement. La contrebasse qu'il restaure est toujours en plusieurs morceaux. Ah ouais, là, il faut faire très attention. C'est la table de la contrebasse que je suis en train de restaurer. Il ne laisse le soin à personne de transporter ses trésors. Sa nouvelle adresse se situe dans un quartier stratégique, tout près du centre-ville de Mirecourt. Voilà, on y est. Donc, l'atelier est ici, hein, c'est les 2 fenêtres, dans un des quartiers historiques de la lutherie. On est en plein sur le sentier des luthiers. Ce sont des rues là, dans ce quartier où énormément d'ateliers de lutherie ont été installés depuis le XVIIIe siècle. C'est sûr que c'est très inspirant de travailler à Mirecourt quand on est luthier. Dans les années 20, la lutherie employait jusqu'à 700 personnes à Mirecourt. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une dizaine, mais ils jouissent toujours d'une renommée internationale. Hello. Salut. Ça y est, t'as tout transporté? Ouais, il m'en reste encore 2 à emmener, mais c'est bon. À peine arrivé, le luthier installe son nouvel atelier. Dans ses vitrines, il commence par ranger ses violons avec la plus grande précaution. Chacun est unique et lui a coûté plus d'1 mois de travail. Ils sont signés, numérotés. Celui-là, il est spécifique parce que c'est le numéro 100. Des instruments vendus autour de 10 000 €. Mais ce qui fait la réputation d'Yves-Antoine, ce sont les contrebasses. Régulièrement, il reçoit la visite de jeunes musiciens comme Léopold, ravis de tester ses instruments au son inégalable. Elle a des belles basses. Ah, ça va, elle est pas trop basse là. Tiens. Elle est un peu basse, ouais. Enfin, un peu basse, ouais. J'ai pas de tête accordée quand même. Elle est super. Bon, bah cool. Fabriqué sur mesure,
Les contrebasses d'Yves-Antoine coûtent au minimum 20 000 €. Le luthier peut maintenant reprendre la restauration de sa contrebasse du 19e siècle. Il s'attaque à la partie la plus délicate de l'instrument, la table, sur laquelle il a déjà passé une vingtaine d'heures. Il faut imaginer que là, ce que je sculpte, c'est le moteur de l'instrument et c'est vraiment important de maîtriser cet aspect-là, quoi. C'est la table qui détermine la sonorité de l'instrument. Le cahier des charges, c'est de faire un instrument qui va fonctionner et sonner dans le même esprit que l'instrument qui a été fabriqué un siècle plus tôt. Pour parvenir à ce niveau d'exigence, Yves-Antoine devra encore passer une trentaine d'heures sur la table avant de vernir et d'assembler les différentes parties de l'instrument. Il pourra alors présenter la contrebasse à son client. À Doha, au Qatar. C'est à l'émir en personne que Manu Laplace aimerait présenter ses couteaux. Chaque année, ce parc des expositions attire une foule de visiteurs avec un étrange salon, celui de la fauconnerie, une tradition ancestrale dans le pays. Utilisés pour chasser dans le désert, ces rapaces se monnaient jusqu'à 250 000 € lors des ventes aux enchères. Ici, on trouve tout l'équipement nécessaire pour partir en expédition, et notamment l'indispensable couteau, qui fait partie intégrante de la culture qatari. Manu y participe pour la 3e fois avec son épouse Stéphanie. Mais cette année, le couple est particulièrement stressé. Tout va bien. Cet écrin de bois précieux est une reproduction du stade dans lequel sera inaugurée la Coupe du Monde de football. À l'intérieur, les 8 couteaux d'exception de Manu, un petit bijou à 200 000 € qu'il espère vendre à la famille royale. Il faut que je sois à la hauteur maintenant. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et là, je suis dans le faire savoir tout de suite. Ce qui n'est pas... D'où le costume, le chapeau, tout ça. Les gens me reconnaissent bien ici. Pour avoir une chance que l'émir s'arrête sur son stand, Bonjour, comment allez-vous? Manu doit d'abord convaincre le directeur du salon, qui organise les visites officielles. Vous voulez voir ma pièce maîtresse? Vous êtes la première personne à la voir. Merci. Vous êtes prêts? Mettez vos lunettes de soleil. C'est une clé. Vous voyez l'or à l'intérieur, et ici, il y a une constellation, avec toutes ces étoiles. Incroyable. C'est un damas spécial. C'est unique. C'est plus qu'unique. Nous sommes ravis d'exposer cette pièce ici. C'est 8 mois de travail. Très heureux. Waouh, c'est la première présentation. Je suis pas encore prêt, il faut que je m'entraîne. Il faut que je travaille mon anglais. C'est bien, on y est, écoute, on est là. On est en place, ma chérie. Manu a toutes les chances de recevoir la visite de l'un des membres de la royauté. Reste à savoir quand. Une information tenue secrète jusqu'au dernier moment. Le lendemain, Manu, Stéphanie et Louis, le graveur des couteaux, arrivés le matin même, sont satisfaits. Leurs couteaux de luxe attirent des acheteurs, prêts à dépenser jusqu'à 6 000 € pièce. C'est du mammouth bleu et de la nacre. Et vous pouvez voir un minaret. Un peu plus tard, c'est l'effervescence dans le salon. Un membre de la famille royale vient d'arriver. Encore. Là, je suis en train d'essayer de provoquer un peu la chance. Manu décide d'avancer son coffret de couteaux dans l'allée pour le rendre plus visible. Comme ça. Là. Sinon, on la voit pas, on la voit jamais. Hein. Mais la délégation, au lieu de se diriger vers son stand, part dans le sens inverse.
Passe pas par là. Non. Ah non. Eh si, ça tient à rien. Tout ça pour ça. C'est pas grave. Allez. Le jour suivant, branle-bas de combat. Les exposants sont convoqués au petit matin. Le salon est subitement fermé au public. Ben, ce matin, normalement, on ne sait pas à quelle heure, mais il y a la visite de l'émir, celui qui dirige le pays, le fils, le Cheikh Tamim, celui qui a organisé la Coupe du Monde. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il passe, quoi. Tamim Al Thani, l'émir du Qatar, fait son apparition. Et cette fois, la chance tourne en faveur de Manu. Bonjour. Qu'est-ce donc? C'est une surprise. Que suis-je supposé faire? Tournez à droite. Très joli. Vous pouvez voir Qatar sur la gravure. C'est un insert en or. Il y a 8 stades, 8 couteaux. Ça fait 1 an le projet, depuis l'année dernière. Merci. Merci, Votre Altesse. La présentation n'a duré qu'1 minute. Déjà, il l'a ouvert lui-même, il a touché ouais. les couteaux, il a dit merci. Ouais. Donc c'est sûr, comme on dit, c'est un espoir. C'est un espoir parce que c'est pas tout, il s'est pas arrêté chez tout le monde. Donc déjà, ça y est. Lui, il sait que le produit existe. Ouais. Faut que je me détende, là. Trop de pression. Trop de pression. Depuis, les discussions sont toujours en cours. Mais la transaction semble en bonne voie. À Montbrison, rien n'est encore gagné pour Mathieu. La bague a été fondue en or blanc. Elle est maintenant entre les mains de l'artisan qui doit sertir les 2 pierres précieuses, un diamant et un saphir. C'est l'une des étapes les plus délicates de sa fabrication. Quand j'ai une pièce comme ça à faire, le premier truc, c'est que je suis content. Parce que je sais que ça va être un défi. Il n'y en aura pas de pareil. Le but, c'est de sertir la pierre, c'est-à-dire de la bloquer, quoi. Là, le risque, c'est de casser la pierre. Si ça, là, je fais ça, là, alors on va bouger un peu le diamant, bah, je peux le casser. En fait, c'est simple. Hein. Chaque étape, si vous faites une erreur, ça va se répercuter sur l'étape suivante, et ainsi de suite, et ça va s'empirer. Donc il faut bien respecter chaque étape. Il va maintenant sertir le saphir. Pour ce travail de haute joaillerie, Mathieu vient vérifier que tout se passe bien. Ça y est, ça se termine. Ouais, mais il me reste encore du boulot quand même. Il y a quand même rarement de la casse, mais voilà, un coup de malchance, une fragilité qu'on voit pas, un morceau de la pierre qui casse et ça peut être catastrophique parce qu'il faut trouver la pierre, je vais pas la retrouver, il faut recommencer à zéro. Là, on voit la couleur des pierres et ça en jette. T'as bien axé le diamant. Un saphir de 4 carats, un diamant de plus de 2 carats, 4 diamants jaunes et 80 petits diamants ornent ce bijou de prestige. Quelques jours plus tard, place Vendôme à Paris. Mathieu retrouve Chantal pour la remise de la bague. Regarde la bague en vrai pour de... C'est ce qui est... Bon, d'accord. C'est quand même ce qu'il y a de mieux de... J'appuie sur le bouton, ça s'ouvre. Ah, elle est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Tu l'essayes? Allez. Bravo. J'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat très fort. Plein d'émotions et vraiment, c'est une œuvre d'art. C'est incroyable. C'était vraiment le but de créer une pièce unique, une oui, pièce non, d'exception. Là, je crois qu'on a atteint les sommets, là. À Milan, les souffleurs de Saint-Louis espèrent eux aussi atteindre des sommets. Chaque année, 400 000 visiteurs se pressent dans la capitale italienne pour le Salon du Meuble, un événement mondialement réputé. C'est le moment qu'a choisi la cristallerie pour inaugurer sa nouvelle boutique. En vedette, le lustre Arlequin.
Pour l'occasion, Olivier, le spécialiste de l'assemblage, est venu des Vosges. Bonjour. Là, donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Et la 6e qui est là, le compte est bon. Le lustre est complet, donc tout est bon. Première étape, installer la tige en métal qui va soutenir l'ensemble des pièces du lustre. C'est bon, il est accroché. Oui. Là, on est un peu à 90 kg quand le lustre sera terminé. Il a prévu 2 heures pour monter le lustre et ses 36 branches. À l'époque, quand il y avait les bougies, c'était certainement plus simple. Mais j'ai malheureusement pas connu cette époque-là. En fin de matinée, le lustre est monté. Olivier veut partager ce moment avec les artisans, sans qui cette pièce exceptionnelle n'aurait jamais existé. Ah, salut Ewen. Enfin, on a fini. Après 3 heures de montage du luminaire, enfin, elle est terminée. C'est super. Le travail est super. Les premiers visiteurs se pressent pour admirer la pièce maîtresse de la boutique. Parmi eux, des décorateurs venus du monde entier. Andreas, la responsable, doit les convaincre de proposer ce lustre à leurs clients fortunés. Cette branche, par exemple, il faut 2 ou 3 personnes pour la fabriquer. L'un souffle, tandis que l'autre tourne la branche. Le cristal est chauffé à 1400 degrés. C'est très très chaud. En effet. C'est très beau et cela demande beaucoup d'efforts pour créer une telle pièce. On a pour client une compagnie d'Abu Dhabi, par exemple. Ils s'occupent de plusieurs lieux et je suis sûre que pour leurs hôtels ou leurs palais, ce lustre pourrait les intéresser. À l'issue du salon, plusieurs lustres d'exception ont été commandés. Dans la campagne de Liège en Belgique, c'est aussi un grand jour pour Yves-Antoine, le luthier de Mirecourt. Il vient de parcourir plus de 300 km avec la contrebasse du 19e siècle, dont il a terminé la restauration. Pas question de faire livrer le précieux instrument. Le luthier va la remettre en main propre à son propriétaire. Bonjour Benoît. Comment ça va? Ça va et vous? Ça fait bonne route? Ouais, très bien, ouais. Le propriétaire est impatient de découvrir son instrument. On va pas grand-chose. Ah bah non, là, elle est cachée. On garde le suspense jusqu'au bout. Ah ben, elle a changé. Ah bah, j'espère bien. Au final, j'ai complètement démonté la contrebasse. Bah, ici, c'est vrai qu'on avait une fente assez importante. Donc, j'ai fait une pièce, parce qu'il y avait un jour qu'on ne pouvait pas laisser, qui méritait d'être comblé. La voilà comme neuve. La table de l'instrument qu'il a entièrement fabriquée s'intègre parfaitement aux parties les plus anciennes, grâce aux dizaines de couches de vernis. Si on avait juste mis une couche de vernis uniforme, on n'aurait pas du tout le même a priori sur l'instrument. Jamais son propriétaire n'aurait imaginé que cet instrument en piteux état retrouve une si belle apparence. C'est une basse qu'on a retrouvée dans un grenier et qui est restée là pendant plusieurs décennies. Je trouvais malheureux de laisser un bel instrument comme ça dans un grenier. Donc voilà, maintenant le résultat est là. Et il est à la hauteur de mes espérances. Elle va revivre. On l'a ressuscitée. Ça sonne. Chapeau. Vraiment chapeau pour ton travail. Merci. C'est tout le temps beaucoup d'émotions en fait de pouvoir l'entendre sonner. Là, c'est un instrument qui avait certainement pas résonné depuis des décennies. Après plus d'1 an de travail, Yves-Antoine peut être fier de perpétuer une tradition séculaire qui confirme que ces villages, au savoir-faire exceptionnel, ont encore de beaux jours devant eux. Et c'est la fin de Reportage Découverte. Très bel après-midi et à tout à l'heure pour le journal.